Bonjour à tous, cela faisait bien longtemps, mais voici la reprise des vidéos sur la chaîne. Cette semaine, nous allons voir ensemble quoi faire si un vendeur se rétracte après la signature du compromis de vente. Je vous souhaite un bon visionnage. Cette vidéo sera consacrée à une expérience personnelle. Elle vous permettra de connaître la procédure à suivre en cas de rétractation du vendeur après la signature du compromis de vente. Il faut savoir que cela arrive, et souvent, on ne sait pas comment réagir. Mais il existe des procédés simples à mettre en place, à vous d'oser les activer. Pour vous donner une situation concrète qui sera étudiée tout au long de cette vidéo, voici un exemple vécu. Nous avons visité un bien en avril dernier sur un secteur très touristique. Le prix affiché était de 210 000 €, frais de notaire inclus. Lors de la visite, nous avons vu l'opportunité de ce bien. Il s'agit d'un ancien corps de ferme avec un grand terrain de 600 mètres carrés, ouvert sur une pâture accueillant des chevaux et avec des chemins de randonnée à proximité. Le projet était d'y faire 3 Airbnb avec spa, hammam, jacuzzi, ouverts sur la nature. Les travaux ont également été estimés à hauteur de 140 000 €, mais même avec 350 000 € à sortir, le prix d'achat restait bas, ce qui laissait présager une plus-value potentielle de 100 000 € en cas de revente. Donc nous avons fait une offre au prix, et le vendeur a accepté via un compromis. Cependant, le vendeur a demandé à bénéficier d'une vente longue pour lui permettre de retourner chez lui, puisque ce dernier était d'origine européenne autre que française. Donc une négociation a eu lieu pour un départ en novembre, puis lors de la signature du compromis, la renégociation a eu lieu pour décembre, ce que bien sûr nous avons accepté, puisque le délai restait acceptable pour notre projet. Bien sûr, dans l'attente de la signature de l'acte authentique, nous avons entamé les démarches classiques, donc à savoir trouver un artisan, valider le devis travaux, programmer une date et verser les acomptes nécessaires, mais également trouver un prêt dans une banque. Sauf que voilà, fin novembre, quelques jours avant la signature, le vendeur indique au notaire ne pas pouvoir signer pour le motif suivant. Il n'avait finalement pas fait les démarches pour se reloger. Alors, que faire dans ce genre de situation ? Les premières réactions que vous devez avoir concernent le prêt, puisque si le déblocage des fonds n'a pas eu lieu, vous devez appeler votre banque pour lui indiquer que la signature va être reportée. Vous pouvez alors demander ce que l'on appelle une prolongation de l'offre le temps de la signature. En effet, votre offre de banque n'est pas éternelle et doit avoir pour délai la date de la signature de l'acte définitif. Attention, je vous conseille de bien vérifier cela en amont. Par contre, dans la pratique, sachez que cela est plus difficile. Il faut savoir que beaucoup de banques refusent de prolonger l'offre de prêt initial, en raison notamment de l'évolution de la tarification bancaire, et surtout parce que l'offre est soumise à un délai légal, qui est souvent compris entre 4 à 6 mois. Cependant, sachez-le bien, si votre banquier veut vraiment travailler avec vous et instaurer une relation de confiance, il trouvera les moyens de prolonger votre offre. Pour revenir à notre cas d'espèce, nous avons donc demandé une prolongation de l'offre de quelques semaines à notre banque, mais cette dernière nous a indiqué que cela n'était pas possible et nous a alors proposé de renégocier l'offre de base avec un taux à 2,7% au lieu des 1,2 initiaux, ce qui bien sûr impactait le prix de 70 000 €. Après une longue discussion et au vu du profil d'investisseur fourni, l'offre a été reconduite de 2 semaines. Donc comme quoi, il faut insister, tout est possible, votre conseiller a toujours plusieurs cordes à son arc. Par contre, demandez tout de suite au notaire un déblocage des fonds, n'attendez pas, ce qui vous évitera de vous retrouver dans ce genre de situation à l'avenir. Attention tout de même, le déblocage des fonds ne sera possible qu'en cas de date fixe de signature, cette dernière étant réclamée par la banque. Ensuite, la deuxième réaction à avoir est d'appeler votre artisan pour lui demander si dans l'éventualité où un accord chez le notaire était trouvé, si un décalage des travaux était envisageable, ou alors si la vente était annulée, si la récupération des acomptes versés était possible. Dans notre cas d'espèce, l'artisan nous a indiqué pouvoir décaler le chantier s'il le fallait, mais surtout pouvoir nous rembourser, même si cela le mettrait en difficulté en raison du gros projet qu'il allait perdre. Bon, évidemment, ici chaque situation est différente, mais le fait de l'avoir prévenu en amont lui a permis de caler d'autres chantiers, et surtout de ne pas perdre de temps sur ses plannings. Dès lors que ces 2 étapes préalables ont été réalisées, il vous faut connaître vos droits en la matière avant d'engager toute procédure. Donc la première question à se poser est « Quels sont vos droits en votre qualité d'acquéreur si le vendeur se rétracte ?» Il faut savoir que le droit des acquéreurs commence à courir le jour où l'acheteur formalise sa volonté d'acheter en fournissant ce que l'on appelle une offre d'achat.
Il s'agit tout simplement d'un formulaire spécifique écrit dans lequel l'acquéreur notifie sa volonté d'acheter au vendeur par le biais d'un prix. Le vendeur a le choix soit de refuser l'offre, soit d'accepter l'offre, mais à partir du moment où l'offre est acceptée, le vendeur ne peut plus revenir en arrière et se rétracter. En effet, l'offre d'achat a pour effet d'engager le vendeur à vendre son bien à l'acquéreur et à signer le compromis de vente avec lui. En droit, il est dit qu'après avoir accepté l'offre, que la vente devient parfaite et doit avoir lieu. A noter tout de même que cette règle de l'offre d'achat avec un formulaire spécifique n'est pas toujours appliquée. En effet, quand une offre est faite au prix, un mail écrit avec la proposition d'achat suffit. Dans tous les cas, la signature d'un compromis de vente est la suite pour finaliser l'accord entre les parties. Donc cela se déroule devant le notaire, ou parfois même en agence immobilière. Si l'acheteur bénéficie d'un délai de 10 jours après la signature du compromis de vente pour revenir sur sa décision, le vendeur, lui, n'a pas cette possibilité et reste engagé envers l'acheteur. Il a donc cette obligation de vendre son bien à l'acquéreur. Attention cependant, avant de signer le compromis de vente, relisez le bien, puisqu'il faut savoir que des clauses peuvent y être insérées, ce qui impactera vos droits si le vendeur se rétracte. Il peut y avoir deux types de clauses, donc une différence doit être faite entre la clause de dédit, qui elle permet à l'une ou l'autre partie de renoncer légalement, purement et simplement à la vente, en contrepartie d'une indemnité déjà fixée. Donc, si le vendeur se désengage, il doit verser à l'acquéreur le montant fixé dans la clause de dédit, sans négociation possible. Une différence est faite avec une autre clause, la clause pénale, qui elle a un plus fort impact. Elle permet à la fois de contraindre vendeur et acquéreur à exécuter le contrat. Et elle constitue une sanction pécuniaire en cas d'inexécution par les parties de leur obligation dans le cadre de la vente. Le montant fixé dans la clause pénale peut donner lieu bien sûr à une révision judiciaire, ce qui n'est pas le cas pour la clause de dédit. Donc je vous le dis à nouveau, relisez bien votre compromis avant toute signature, ce qui évitera les surprises en cas de rétractation du vendeur. Ainsi, après avoir pris connaissance de vos droits, que se passe-t-il si le vendeur ne souhaite plus vendre ? Je vais ici vous énoncer les différentes possibilités s'offrant à vous. Le premier cas est le suivant. Donc les acheteurs ont eu connaissance de la volonté de résilier la vente, et ces derniers sont d'accord pour y mettre fin, donc par conséquent cela passe par la voie amiable. Les deux parties vont alors discuter de la résiliation et des éventuelles conditions devant le notaire. Sachez que la vente aura alors un effet rétroactif, donc cela signifie que les sommes versées par l'acheteur au moment de la signature, notamment dépôt de garantie, devront être restituées. Cependant, et surtout, n'oubliez pas, vous allez payer tout de même des frais en votre qualité d'acquéreur, même s'il y a eu accord sur la résiliation. La discussion doit donc porter sur les conditions financières qui sont liées tout d'abord au coût du prêt débloqué pour la vente, si le dernier l'a été, donc par exemple les coûts de remboursement du prêt déjà décaissé. Donc dans notre cas, une clause pénale avait été insérée dans le compromis de vente, pour laquelle il était indiqué qu'en cas d'annulation de la vente du fait du vendeur, il sera redevable d'une indemnité de minimum 10% du prix de vente. Par conséquent, n'hésitez pas à justifier des coûts que cela entraîne et à demander un montant minimal. De même, le coût des frais de mutation du notaire. Donc il faut savoir que si la vente est annulée en dehors des conditions suspensives qui sont prévues à la vente, cette dernière est dite parfaite. Donc le notaire aura alors engagé des sommes pour la cession, il est donc dans son droit de vous les réclamer. Faites donc bien vos calculs avant d'accepter quoi que ce soit. Ensuite, le deuxième cas le plus courant est celui où les acheteurs ne sont pas d'accord pour résilier, ce qui a été notre cas. Donc là, dans ces cas-là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. La première solution est de trouver un accord amiable, comme précédemment. Donc attention, cette possibilité n'est envisageable que si le vendeur se présente au rendez-vous fixé par le notaire. En reprenant notre exemple, vous allez vite comprendre ce qui est important de connaître avant d'engager des pourparlers. Dans notre cas, le vendeur ne voulait plus vendre car besoin de temps supplémentaire pour se reloger. Chose bien sûr qu'il n'avait pas faite dans le temps imparti sur la vente longue. Nous avons donc été en droit de demander une indemnité d'occupation pour chaque mois supplémentaire jusqu'à la signature de l'acte définitif, une date de départ fixe, une indemnité de défaillance au cas où le vendeur ne partait pas à la date fixée, et un séquestre des sommes sur le compte du notaire. Alors bien sûr, vous devez vous dire, mais comment ont-ils fait ? Tout simplement en ayant une stratégie. Tout d'abord, pour l'indemnité d'occupation, le but de ce logement étant de faire 3 Airbnb qui devaient voir le jour en pleine période estivale, donc juillet-août, le fait de décaler les travaux de 2 mois nous a impacté budgétairement. Nous devions ouvrir pour la période estivale,
Donc une estimation de location pour les 3 lots avait été faite pour 5 000 € par mois. Et donc par conséquent, c'est le chiffrage qui a été retenu pour la négociation de l'indemnité. Ensuite, pour la date de départ. Le vendeur était totalement indécis quant à sa précision. Il faut pour autant fixer une date officielle. Pour cela, ne soyez pas trop indulgents, mais en même temps pas trop strict. Nous étions partis avant négociation sur une date au 31 décembre, qui a finalement été repoussée au 31 janvier après discussion avec le vendeur. Bien sûr, si le vendeur partait avant cette date, les indemnités précédentes dues étaient proratisées, ce qui peut avoir un très fort impact sur le vendeur pour partir plus vite. Également, si les négociations venaient à ne pas être respectées, nous avions demandé au vendeur de verser un montant fixe pour le cas où ce dernier ne partirait pas à la date fixée. Ce montant lui serait bien sûr reversé en cas de respect des dates de départ négociées. Enfin, toutes ces transactions n'étant pas faites entre les parties, les sommes sont séquestrées auprès du notaire directement, ce qui évite d'avoir un vendeur insolvable si ce dernier se montrait de mauvaise foi. Pour rappel, le séquestre consiste à consigner les sommes à l'étude notariale dans l'attente de la régularisation de l'acte. Sachez que ces négociations peuvent être longues, mais elles sont nécessaires. Vous avez des droits, alors autant les faire valoir. Bien sûr, cela se fait sous réserve de l'accord du vendeur, et si aucun accord n'est trouvé, malheureusement, un procès-verbal de difficulté pourra être dressé, et ouvrira droit à la troisième solution que nous verrons ci-après. Ensuite, la deuxième possibilité est celle de la volonté d'un accord amiable, mais sans présentation du vendeur lors du rendez-vous fixé. Il faudra alors sommer le vendeur de s'exécuter le plus rapidement possible, et pour ce faire, en général, une convocation chez le notaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou une signification d'huissier de justice suffit. À l'issue bien sûr de cette convocation, si le vendeur ne se présente toujours pas chez le notaire, un procès-verbal de carence sera dressé. Les acquéreurs pourront alors saisir le tribunal, ce qui constitue la troisième possibilité. Donc la troisième solution, c'est l'accord judiciaire. Cette solution judiciaire vous permettra d'avoir des dommages à intérêts et ou l'exécution forcée de la vente. Il faut savoir cependant que l'exécution forcée et ou les dommages à intérêts ne seront possibles que si le déblocage des fonds a eu lieu. Pour cela, je vous conseille fortement de prendre rendez-vous en amont avec un avocat spécialisé qui saura répondre à toutes vos questions et surtout relire avec vous l'ensemble des documents signés. Comme vous pouvez le constater, cette action vous sera coûteuse et surtout longue. Il faut savoir qu'une action en justice peut prendre 1 à 2 années, donc si vous vous lancez dans cette voie, soyez patient et sûr de vous. Parfois, récupérer à l'amiable les sommes dues et repartir sur un nouveau projet peut être bien plus bénéfique que les conséquences d'un long procès. Enfin, pour finir sur ce développement, je vais juste indiquer la suite donnée dans l'exemple précédent. Suite à l'accord qui a été trouvé avec le vendeur, étonnamment, une nouvelle date de signature a été très vite fixée à la mi-décembre. Mais lors de l'état des lieux en amont de la signature, nous avons découvert une nouvelle surprise, c'est qu'aucun des meubles n'avait été enlevé et il restait encore beaucoup d'affaires du vendeur. Une entreprise de nettoyage a donc été mandatée par le notaire, aux frais du vendeur bien sûr avec son accord, et nous avons pu finalement signer le 30 décembre à notre plus grand soulagement. Au vu de la situation et même en général, surtout, n'oubliez pas de changer les barillet, désactiver les badges de garage et vérifier que les clés de boîte aux lettres fournies fonctionnent. Vous pourriez encore avoir des surprises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que la rubrique de l'immobilier reprend ses vidéos mensuellement, donc abonnez-vous pour n'en rater aucune. À bientôt!